Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le dernier épisode avant les fêtes, mais aussi le dernier épisode avec mon cher Benoît. Benoît, c'est ta dernière fois. Non, pas tout de suite! Comment t'en faire? Je sens qu'il y a des cœurs brisés dans l'assistance. Ah, écoute, je vais céder ma place avec Catherine avec beaucoup de plaisir et de respect. C'est beaucoup de travail ce que vous faites. Chapeau les filles. Là. C'est beaucoup de travail, mais merci beaucoup, Benoît, d'avoir relevé le défi haut la main et d'avoir pris ça autant au sérieux. J'ai pris la bonne décision de te donner la job. Ah, écoute, je prends toujours tout trop au sérieux. Fait que quand tu veux quelque chose pris au sérieux, là, appelle-moi. Là. Parfait. Mais on a eu des demandes pour que tu reviennes à l'occasion. Ah, écoute, si toi et Catherine voulez prendre des vacances, un épisode, 1 mois, 2 mois, ça va me faire plaisir. Ah, alors, vous l'avez entendu, Benoît va revenir, alors ne pleurez pas trop, j'ai envie de dire, mesdames. Oh! Peut-être en guest spot aussi, si vous voulez juste quelqu'un pour dire des niaiseries sur un crime trop sérieux ou pas sérieux du tout. Ben, écoute, tu nous as fait découvrir, en fait, que l'audience de Un peu de crime dans ton café avait beaucoup de liens avec certains univers qu'on s'attendait pas, comme la lutte. Ben, absolument. Alors, Qui n'aime pas la lutte? Ah, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais ça se pourrait qu'en 2025, vous ayez des épisodes sur la lutte. Chers et chères auditorices, amateuristes de chaises péter sa tête. Parce qu'il se passe des affaires quand même glauques dans le monde de la lutte. Exactement. Donc, sachez que ça se pourrait que ce soit en préparation des épisodes en lien avec la lutte. On va peut-être essayer aussi de faire d'autres épisodes en lien avec le monde de la musique. Et peut-être que pour les épisodes bonus aussi, on va vous faire quelques épisodes de plus sur la panique satanique parce que ça aussi, ça a l'air de vous avoir plu. Donc, des choses qui nous attendent en 2025. Mais sinon, avant de nous lancer dans ton épisode, Benoît, qui est un épisode musical, mais pas comme Joker Folie à 2, donc ayez pas peur. On va vous recommander, bien entendu, un café. Et le café qu'on aimerait vous recommander aujourd'hui, Benoît et moi, c'est un café auquel on aime aller manger ensemble une fois de temps en temps, comme deux bons chums qui sortent de la shop. Alors, absolument, deux bons bros. C'est le café Manu Cornuto, qui est situé ici à Griffintown, à Montréal. C'est un café italien qui font des sandwichs à se rouler par terre, mesdames et messieurs, avec des focaccia cuits sur place, des viandes tranchées sur place, des huiles pressées sur place, des tomates pressées sur place, faites par des employés... en chest. Des employés en chest. Alors, on vous a-tu assez vendu ça? Et le café est excellent aussi, vraiment un très bon endroit où vous arrêtez et prendre un bon sandwich avec un bon café. Donc, je répète, le Manu Cornuto ici à Griffintown, à Montréal. C'est le genre d'endroit où est-ce que... C'est le genre d'endroit qui font des sandwichs où est-ce que certains d'entre vous ont des trop petites mâchoires pour manger. C'est tellement épais, c'est tellement agréable d'essayer de s'enfourner ça en se disloquant la mâchoire. Là. Vous pouvez pas vous tromper. Alors, vous pouvez prendre le préféré de Benoît, qui est le gabagoule. Gabagoule! Et moi, je sais pas, celui avec des aubergines, j'imagine. J'adore les aubergines. Alors, juste avant qu'on se lance dans l'épisode de Benoît, je vais juste m'excuser auprès de vous, chers auditoristes. Je me remets d'un sévère empoisonnement alimentaire. Et mes fonctions mentales me reviennent une à une au compte-gouttes depuis ce matin. Donc, ça se pourrait que je sois un petit peu moins allumée que d'habitude. Il est aussi 5 heures du soir et je suis réviseur dans la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai lu à peu près 53 000 mots. Donc, je suis un petit peu fatiguée. Mais je vais donner mon tout à Benoît. Parce que Benoît, tu le mérites. Écoutez, ça, là, c'est l'équivalent 53 000 mots de lire un roman de 250 pages puis d'essayer de trouver toutes les fucking fautes dedans.
J'espère que je les ai trouvés. Fait que du respect pour Audrey, s'il vous plaît. Alors, Benoît, Oui. j'ai pas de café parce que j'ai encore trop mal au cœur pour boire du café. Moi, j'en ai pris 3 avant l'épisode. Fait que je Ah. suis comme wouh! Mais mon Bobli est prêt à recevoir du crime. Ah, merveilleux. Je me sens un peu comme Ric Flair avant WrestleMania. J'ai envie de dire wouh! Trop souvent pour me taper sur le chest. On est deux énergies complètement différentes. Oh présentement. oui! C'est ce qui fait qu'on est complémentaires. Là. Alors, Benoît, le plancher est à toi. Je vais vous parler aujourd'hui, mesdames, messieurs, comme dirait Marc Blondin, du procès pour messages subliminaux de Judas Priest. Ça, là, c'est pas quelque chose qui est techniquement satanique, mais c'est un procès qui est arrivé dans la foulée de la panique satanique. Je vais vous expliquer un peu pourquoi tantôt. Je vais vous citer mes sources avant de commencer. Ma première source, c'est le documentaire Dream Deceivers, un documentaire télé réalisé par un certain David Van Taylor. Et il y a une entrevue avec David Van Taylor au début qui est hilarant. Il a les cheveux de Alexis Martin, des petites lunettes rondes puis un col roulé. Il a l'air du dude chiant sorti d'une école d'art privée à la lettre. Mais il a fait un bon documentaire quand même. Il y a aussi l'article du Rolling Stone écrit par Corey Grow de Judas Priest Subliminal Messages Trial. Et, encore plus important, peut-être la pièce la plus éclairante que j'ai eue, c'est un article scientifique écrit pour le Skeptical Inquirer par Timothy E. Moore, qui était un expert de la défense pendant le procès. Dans le fond, il a décortiqué l'argument légal et psychologique du procès. Ça s'appelle Scientific Consensus and Expert Testimony, Lessons from the Judas Priest Trial. Si vous tapez Judas Priest Trial dans Google, vous allez le trouver. C'est une dizaine de pages, c'est extrêmement éclairant. Mon Dieu, Ben, c'est taper une thèse pour nous. Absolument. Chrome avertissement, trigger warning, violence domestique, mutilation extrême. Et quand je dis mutilation extrême, c'est quelque chose de vraiment très cauchemardesque. Fait que si vous avez l'estomac fragile, peut-être abstenez-vous. Et suicide. On va parler beaucoup de suicide. Si vous avez des idées suicidaires, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe de l'aide. Je vous invite à composer le 1-866-APPEL, à utiliser l'outil de clavardage sur suicide.ca ou à texter le 535353. Peu importe l'heure de la journée, il y a quelqu'un à l'autre bout pour vous. Vous dérangez pas, vous prenez pas la place de quelqu'un d'autre, on est là pour vous. Et comme on dit toujours à un peu de crime, c'est pas les Olympiques de la souffrance, c'est pas parce que quelqu'un a une jambe de cassée que toi tu vas pas à l'urgence parce que tu t'es foulé un poignet. Exactement. Toute souffrance est valide. Si vous pensez au suicide d'une manière ou d'une autre, appelez, on est là pour vous aider. Il faut aussi appeler si c'est pour demander de l'aide pour quelqu'un d'autre. Puis je dis on parce que je suis bénévole dans un de ces organismes. Je ne vous dis pas lequel. OK. Partie 1. Le backmasking. Qu'est-ce que c'est ça, Calis? Avant même de vous parler de messages subliminaux, je voulais vous donner un peu de contexte, sinon toute cette histoire va vous sembler un peu démente. Bon, OK, c'est une histoire complètement démente, peu importe par quel bout vous la prenez, mais il y a une base technique et légale ici qui est importante de comprendre. Tout ce procès concerne une technique d'enregistrement qu'on appelle le backmasking. C'est quelque chose qui a beaucoup fait peur au monde pendant de nombreuses années. La plus lointaine allusion qu'on puisse trouver au backmasking et à l'écoute d'affaires à l'envers, I guess, ça date de 1913 et ça nous provient de, roulement de tambour, Aleister Crowley, le légendaire occultiste. J'allais dire Alice Cooper, 1913, c'est pas rapport. Commencez-vous à comprendre pourquoi la mention même de cette pratique faisait paniquer les bien-pensants? Il aurait suggéré, dans le 4e ouvrage de sa série, Magic, aussi considéré comme son plus important, que tout magicien qui se respecte devait s'entraîner à penser différemment et qu'une bonne manière de faire ça était, je vous niaise pas, de faire jouer son gramophone à l'envers. Je sais pas trop. Je sais pas trop à quoi ça ressemblait, mais j'aime beaucoup mieux l'imaginer avec une cape, des gros écouteurs, puis en train de faire tourner son gramophone à l'envers avec son doigt, puis parler dans un langage occulte. Ça me fait beaucoup rire. Bon, plus concrètement, le backmasking, c'est le processus d'enregistrer une partie de chanson à l'envers sur un enregistrement qui doit être joué de façon normale. C'est-à-dire qu'on l'enregistre à l'envers, puis on le colle sur la bande à l'endroit. Maintenant, avec l'ordinateur, ça se fait en claquant des doigts comme ça. C'est une pratique qui existe depuis aussi longtemps que l'industrie de la musique. Pas même besoin d'ordinateur pour faire ça.
Il existe plusieurs listes exhaustives d'artistes qui ont eu recours à cette technique. Les Beatles en ont fait partie. Il y a eu Journey, Chumbawamba. Vous l'avez peut-être pas entendu parce que c'était pas sur la tonne I get knocked down, and I get up again, and I never get me down. Il y a eu Linkin Park, puis il y a eu Moby même. T'sais, on s'entend que Moby, c'est assez inoffensif, merci, à part peut-être pour Natalie Portman. Ouais. L'affaire avec le backmasking, c'est que c'est pas exactement subconscient ou même subtil. Ça s'entend sur une chanson. C'est impossible de comprendre ce qui est dit, mais schlub, schlub, glub, schlub, schlub, ça passe pas inaperçu entre deux amours et toujours. Bien sûr, une toune n'est pas nécessairement intéressante si elle est backmasquée, alors c'est surtout utilisé pour enregistrer des petits messages niaiseux. La plupart des musiciens s'en servent pour dire une chier niaiserie comme un enfant de 8 ans qui fait une overdose de Mountain Dew. Je vous en ai listé quelques-unes que j'ai trouvées, que j'aime particulièrement. Tenacious D, sur la chanson Karate, dit « Eat Donkey Crap », c'est-à-dire « mange la marde down ». Deep Purple, sur la chanson Stormbringer, dit « Cocksucker Motherfucker Stormbringer ». Et peut-être mon préféré de toute la gang, mon gars Ozzy Osbourne, sur la chanson Bloodbath in Paradise, dit « Your mother sells whelks in Hull ». Ça veut dire « Ta mère vend des mollusques à Hull ». Je peux juste m'imaginer que Hull, en Angleterre, est une ville aussi excitante que Hull au Québec. D'ailleurs, ça existe On salue encore? les gens de Hull. Ça existe-tu encore Hull ou ça a été avalé par Gatineau en 2011? Non, il me semble que ça existe encore. Bon, ben... J'ai écoutez. l'impression qu'on va recevoir des insultes. Ben, écoutez, moi, j'ai parlé à des gens qui restent à Gatineau puis ils trouvent leur ville plate. Bref, vous voyez un peu à quoi ça sert. Sauf que Ça ça a sert à jamais... dire des gros mots à cacher. Exact. Sauf que ça n'a jamais empêché les gens très chrétiens de l'époque d'avoir peur que ce soit utilisé par les satanistes pour endoctriner nos enfants. OK, pour la dernière fois, les satanistes, on est occupés à regarder des films d'horreur en mangeant du beurre de pinot. Exactement. Ou à faire l'amour, mais juste entre nous. Exactement. Il y a d'ailleurs un prêtre nommé Monseigneur Jacob Aranza qui a écrit un livre là-dessus en 1982 et qui s'appelle Backwards Masking Unmasked, qui raconte que c'est une pratique utilisée par des satanistes pour faire parvenir des messages à propos de la drogue et de l'alcool au subconscient. Non, on utilise les messages textes comme des personnes normales. Et on s'entend que la drogue et l'alcool, ils n'ont pas besoin du subconscient pour se faire entendre. C'est quelque chose qu'on consomme de manière très consciente. Une autre voix importante contre cette pratique était celle du DJ de radio chrétienne Michael Mills qui faisait... DJ chrétien! Écoute, c'est très fort aux États-Unis, ça a l'air. Spin it for Jesus! Oui. Comment ça s'appelait dans le band des années 90? Jars of Clay? Il joue Jars of Clay pendant genre 8 heures de suite. Je pensais que tu allais me parler de Stryper. Stryper? Ben oui, Stryper. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ça, Stryper. Je me demande s'il était pour ou anti... J'espère qu'eux faisaient du backmasking. Ah ben oui. Mais qu'on s'en est pas rendu compte. Au lieu d'être jaune et noir, c'était noir et jaune. Ah, absolument. C'est une joke très niche. Très niche, parce que les gens de Stryper étaient habillés comme des abeilles. C'est-à-dire qu'ils étaient habillés en noir et en jaune. Des abeilles chrétiennes. Des abeilles chrétiennes. Fait que Michael Mills, il faisait de la tournée partout en Amérique pour avertir les gens que le backmasking, ça allait tuer leurs enfants. Attention à Satan! Attends un peu. Mais on est tous fatigués, Écoute guys. pas Number 9 des Beatles! Parce qu'elle est très poche, cette chanson. Ah oui, vraiment. C'est très conceptuel. Oui. On s'excuse aux gens qui aiment la musique conceptuelle. Ouais, moi, j'écoute du John Cale. On dirait quelqu'un qui a écrit ça au piano en bas d'un escalier. C'est excellent. Proing, proing. Ben, je ris de ça, puis j'en écoute moi-même. Là. C'est bien le droit. Ah Faut non, avoir attends, j'ai dit John Cale, John Cage. John Cale, c'était le gars des Velvet Underground. Ouais, puis... Que son assistante me dit de manger de la merde. Ah, pour vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que John Cale, moi, je l'adore pour sa reprise de Heartbreak Hotel de Elvis, parce que c'est comme une reprise qui m'a montré comment dans l'art, c'est pas parce qu'une chose existe déjà que tu peux pas la refaire. Ouais. Parce que la chanson, la reprise de Heartbreak Hotel de John Cale, si vous l'avez jamais entendue, vous devez aller l'écouter. C'est comme... Je l'ai jamais entendu moi-même, là, ça m'excite beaucoup. Pour vrai, c'est comme... C'est un Galaxy Brain niveau de reprise de chanson. C'est vraiment l'exemple par excellence de reprendre une chanson puis tu reconnais même pas l'original. Puis en plus, il l'a fait 2 fois. Il y a la version avec le full instrumental puis la version où est-ce qu'il est seul au piano. Puis les 2 versions sont complètement différentes. Puis les 2 versions ne ressemblent pas à l'original. Puis, dans le fond, je l'admire beaucoup pour ça, pour m'avoir montré qu'une idée peut être recyclée. Puis, à un moment donné, dans le cadre de Pop Montréal, il venait donner une conférence au Musée des Beaux-Arts dans le temps que moi, je travaillais là. Puis, il était entré par la mauvaise porte pour l'auditorium.
Mais j'ai dit, tu sais, juste me suivre, je vais vous montrer c'est où. Puis il était avec son assistante, puis c'est son assistante qui me parlait, mais moi, je voulais juste dire à John Kell à quel point j'aimais son cover de Heartbreak Hotel, puis que ça m'avait comme montré comment l'art peut être comme recyclé et quand même avoir de la valeur. Puis je me suis juste tournée, puis j'ai ouvert la bouche, puis son assistante me dit « Shush, we don't have time ». Puis elle a juste continué. Puis John Kell m'a juste fait une petite face de comme « Désolé », puis il a continué de marcher. On sait c'est qui le patron dans cette relation-là. Là. Fait que, ouais, c'est... John Kell, c'est pas lui qui était dans Coil aussi? Non. Oui, exactement. Mais, excusez, ça commence à être né. parlant de cover satanique, est-ce que tu as déjà écouté le cover de Raining Blood de Slayer par Tori Amos? Non. Ben, ça fit exactement la description de ce que tu dis. C'est carrément une autre chanson. Là. Mais j'aime vraiment le cover de Smells Like Teen Spirit de C'est sur le même album. Tori Amos. Ah. OK. On recommence. On va perdre les gens sinon. Oui, ils sont comme, oh mon Dieu, lâchez la musique indé! Si les chrétiens avaient peur, c'est parce que dans certaines occurrences, ils avaient quand même raison de s'inquiéter. Bon, on s'entend, s'inquiéter, c'est relatif. C'est-à-dire que dans la chanson In League with Satan de Venom, un des deux groupes crédités pour l'invention du black metal, je mets ce détail-là ici, sinon Audrey va recevoir 500 messages fâchés, contient un message satanique backmasqué. Venom et batterie, on le sait. Ouais. Merci, bye-bye. Cette chanson-là contient un message satanique backmasqué dans son introduction, mais tiens bien ton petit chapeau de surprise, Audrey. La toune est aussi à propos de Satan quand on la joue à l'endroit. Oh, j'avais pas remarqué. Je pensais que ça parlait d'organiser un party de fête. Maintenant, est-ce qu'il y a quelconque base scientifique là-dedans? Est-ce que Weird Al Yankovic qui dit « Satan mange du Cheese Whiz à l'envers » dans la chanson « Nature Trail to Hell » a fait monter les ventes du meilleur calfeutrant de fenêtres comestibles dans l'histoire de l'humanité chez les 18-24 ans? C'est, pour le meilleur et pour le pire, ce qu'on s'apprête à découvrir ensemble grâce à un band de speed metal britannique qui avait rien demandé à personne et deux ados tristes époqués du Nevada. Partie 2, saut de puce vers l'arrière à propos d'un album de rock pas super mémorable. Bon, je sais que je suis gossant avec mon contexte, mais je vous jure que vous allez être content une fois que ça va être en marche parce que vous allez pouvoir suivre ce clusterfuck juridique sans trop vous gratter la tête ou peser sur pause pour googler les détails. Better by You, Better Than Me, et non pas Better Than You, Better Than Me, c'est une chanson du groupe rock Spooky Tooth dont j'ai jamais entendu une autre tune de ma vie. Alors vous m'excuserez si je le classifie pas bien, mais je pense que c'est du rock psychédélique progressiste avec 2 tasses de Quick aux fraises. Je suis pas un expert de Spooky Tooth, ni même du rock des années Manson. C'est une chanson qui avait rien de mémorable avant que Judas Priest en fasse une reprise pour leur album Stained Class en 1978. Au départ, le groupe avait même pas planifié de l'enregistrer tout court. C'est une demande de leur étiquette de disque qui voulait une chanson plus commerciale parce que l'album avait un sous-texte trop sombre et sinistre à leur goût. Je suis probablement le plus gros fan de Judas Priest que vous connaissez et Stained Class, c'est pas un super album. Même s'ils ont fait un classique en 1976 avec Sad Wings of Destiny, Judas Priest cherchait pas mal leur son dans les années 70 et sont pas devenus les titans qu'on connaît aujourd'hui avant British Steel en 1980 qui connaît des succès monstres comme Breaking the Law et Living After Midnight. Ce que j'essaie de vous communiquer avec tant de bienveillance ici, c'est que l'enregistrement de cette chanson et l'ajout d'un petit crise de bridge vocal pas nécessaire pantoute va leur causer un esti de char de problème qui aurait pu être évité si un esti de cravateur de CBS Records aurait juste fermé sa gueule. Sans faire, cette histoire aurait probablement impliqué un autre groupe si elle n'avait pas impliqué Judas Priest, malheureusement. Partie 3, le 23 décembre 1985 à Reno, au Nevada. Est-ce que You've Got Another Thing Coming est sur British Steel? Elle est sur l'album Screaming for Vengeance. Ah, bon. Désolé, j'entends les gens crier après leur speaker. Du moins, je suis pas mal sûr qu'est-ce que Screaming for Vengeance, ça se peut que j'ai fait une erreur. Puis je vais juste le dire, Coil, c'était John Balance et Peter Christopherson, qui étaient les deux dans Psychic TV. Bon, là, je commence pour vrai, je vous jure. Le 23 décembre 1985 au soir, Raymond Belknap, 18 ans, et James Vance, 20 ans, sont en train de flâner sur le terrain de jeu de l'église luthérienne, de la ville de Reno, au Nevada. Ils sont tous les deux complètement sous et gelés, comme ils le sont trop souvent ensemble. Ce soir, c'est différent, par exemple. Ce soir, ils ont conclu le pacte de mourir ensemble. Raymond Belknap s'exécute en premier. Il s'est assis sur un des petits crises de carrousel dangereux duquel on se fait tous éjecter au moins une fois entre l'âge de 2 et 12 ans. Il s'est coincé le canon d'un calibre 12 sous la mâchoire. Il a prononcé ses dernières paroles pour son ami James et s'est fait exploser le crâne. Il est mort instantanément.
Sous le choc, Vance a pris l'arme des mains du cadavre de son ami pour lui aussi passer à l'acte. Il se met tout d'abord le canon dans la bouche, mais à la dernière seconde, il change d'idée pour se le coincer sous le menton comme l'a fait son ami. Là, c'est pas clair ce qui s'est exactement passé. Vance, lui, prétend que l'arme était couverte de sang et qu'elle a glissé, mais il s'est raté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'est tiré une décharge de calibre 12 dans la tête, mais il a survécu à ses blessures. Comment un tel scénario de film d'horreur est-il possible? Il y a des choses qu'on ne saura jamais dans cette histoire, mais James Vance a survécu avec d'horribles mutilations au visage. Et je sais que vous allez vouloir aller googler. C'est pas une bonne idée, guys. C'est tellement pas une bonne idée que j'ai envoyé les photos de James Vance et Raymond Belknap à Audrey avant ce soir-là pour pas qu'elle aille à googler parce qu'on voit les photos de James Vance après ce soir-là sur Internet. Puis là, je connais le monkey brain, là. Ne le faites pas. Assoyez-vous sur vos doigts. Je vais vous expliquer un peu après qu'est-ce qui s'est passé avec James Vance, mais parce que ça a rapport avec l'histoire. Mais faites-moi confiance, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas voir ça. Au fil de mes recherches, j'ai jamais trouvé d'ordonnance d'évaluation neurologique de James Vance pour savoir s'il pouvait même se souvenir de cette soirée-là ou de sa vie avant sa tentative de suicide. Mais il a clairement d'importantes blessures au cerveau. Comment, donc, est-ce que je peux savoir ça? Écoutez, je ne veux pas tourner cet épisode-là en film d'horreur de David Cronenberg, mais il y a quelque chose que je dois vous expliquer à propos des blessures qu'a subi James Vance. Ça, je l'ai su en regardant Dream Deceivers, que je vous déconseille fortement si vous êtes des âmes sensibles, mais il s'est tellement décalissé la face qu'il devait porter un bandage autour de la tête en permanence parce qu'il avait la tête fendue en deux au niveau du front. C'est-à-dire qu'il y avait un trou dans son front, là. Ça en brise le cœur parce que c'est pas un personnage de film, c'est une vraie personne qui a vécu avec ça, là. Si vous ne me croyez pas, c'est en ligne. Je vous avertis, par exemple, je n'avais personnellement jamais vu quelqu'un d'aussi défiguré de ma vie. C'est pas quelque chose qu'on oublie après un bon souper puis 2 bouteilles de vin en chum. Fait que je répète, vous vous asseyez sur vos doigts. Vous allez me remercier plus tard ou à la fin de votre vie, croyez-moi. On voit d'ailleurs une séquence filmée par la police le soir du drame dans l'introduction du documentaire où on peut voir le cadavre de Raymond Belknap qui baigne dans l'ombre et un policier manipuler le portefeuille ensanglanté d'un des 2 jeunes garçons sans gants parce que c'était les années 80 et que tout le monde s'en calissait. J'ai trouvé que c'était un détail qui connotait bien le caractère farfelu de cette affaire-là. Fait que, pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le pire, James Vance a survécu à sa tentative de suicide. Et là, aucun de ses proches s'est dit « Man, je savais pas que James souffrait comme ça. » Ou « Peut-être une partie de James est morte ce soir-là. » Oh non, mesdames, messieurs, comme dirait Mark Blondin. Les proches de James Vance et Raymond Belknap se sont dit « Ah, fuck! Le rock'n'roll vient de tuer nos garçons. » Le rock'n'roll a d'autres choses à faire. Absolument. Fait que, partie 4, le rock en cours et non le rock en cuir. En fait, techniquement, c'est le rock en cuir en cours et non le rock en cours en cuir. Oh là là. Ah, même ça se dirait les deux, je pense. Fait qu'on est aux États-Unis, il fallait trouver un coupable à cette tragédie. C'est pour ça que les parents de Raymond Belknap et James Vance ont décidé de poursuivre Judas Priest en cours pour avoir backmasqué des incitations au suicide dans leur chanson Better By You, Better Than Me. Selon l'acte d'accusation, le groupe y aurait caché les messages Try Suicide, Let's Be Dead et, le plus important dans cette affaire-là, les mots Do It, qu'on peut techniquement entendre à 2 minutes 30 si on plisse les yeux très très fort puis qu'on essaie de se convaincre que c'est là. Mais pourquoi Judas Priest pis cette chanson-là? Est-ce que le soir qu'ils sont morts, l'album était sur la table tournante? C'est une bonne question et il y a une réponse à ça. C'est James Vance qui a dit après, quand il est revenu à lui, que c'était cette chanson-là qui leur avait fait faire ça. D'accord. Fait que personne n'a dit « Évaluons donc ses capacités cognitives. Il a peut-être perdu une partie de son lobe frontal. » Mais non, les gens l'ont cru sur parole et ça s'est ramassé en coup. D'accord, je vois. C'est ce que j'explique ici. Selon James Vance lui-même dans le documentaire, la musique aurait eu un effet hypnotique sur ses gestes ce soir-là. Elle lui aurait épargné la peur et guidé ses gestes vers l'irréparable. Bon, il était aussi sous puis gelé. Puis il venait de voir son meilleur ami se faire exploser la bouille. Puis ça, personne dans cette histoire a soulevé l'hypothèse que James était devenu extrêmement vulnérable à la suggestion après un incident aussi traumatique. Mais comme, pour l'anecdote, je sais pas si je l'insère à la bonne place présentement, mais comme, quand il y a eu la tuerie à Dawson, moi, j'étais au secondaire, puis... My God, que je suis vieux. Tu sais, on disait que
le perpétreur était gothique, puis là, je mets comme des grosses quotation marks autour de ça, parce qu'il y avait un profil sur le site Vampire Freaks. Puis, tu sais, moi, j'avais ma gang d'amis full edgy, gothique du secondaire. Puis, il y avait quelqu'un parmi nous qui avait je me rappelle plus si c'était sur ses Converse ou son étui à crayon qui avait écrit « Join me in death » à cause de la chanson de Him, qui est comme le band le moins edgy auquel je peux penser présentement. C'est très pop. Puis, ben, tu sais, c'était du love metal qu'on appelait ça. Puis, en passant, j'ai encore beaucoup d'affection pour Him. J'en écoute encore très souvent parce que je trouve ça très bon. Puis, la personne s'était ramassée dans le bureau du directeur à cause qu'il y avait ça décrit sur, comme je te dis, son étui à crayon, son sac à dos ou ses Converse. Puis, s'était ramassé dans le bureau du directeur pour se faire poser des questions de comme « Ah, mais là, tu sais, est-ce que c'est parce que comme tu veux passer à l'acte ou quelque chose comme ça? » Fait que, tu sais, comme il y a vraiment cette espèce d'effet-là de quand t'aimes les choses un peu plus comme edgy, les choses plus dark, comme automatiquement, t'es comme un peu suspect. Puis, tu sais, ça, c'était en plus après Columbine. Puis là, ça, c'est avant Columbine. Fait que, ouais, il y a cet effet-là. Puis des fois, quand je vois, tu sais, la mode gothique est comme un peu... La mode un peu mall goth puis emo qui est comme revenue à la mode. Puis là, des fois, je vois les jeunes alpha avec de la génération alpha faire un petit peu comme des TikTok, des choses comme ça, avec des jokes un peu edgy. Je suis comme, guys, faites attention. On se fait souvent regarder de travers des gens qui aiment le côté plus sombre des choses. Là. Fait que, comme, tu sais, faites attention avec les jokes de « je t'habille en noir pour tes funérailles ». Comme, ça passe pas super bien tout le temps. Je m'adresse aux jeunes gothiques qui nous écoutent, comme soyez prudents. On est souvent pris pour cible quand il y a des incidents de ce genre-là. Juste les marginaux. C'est vraiment une histoire de marginaux qui n'ont pas été écoutés puis qui n'ont pas été... qu'on n'a pas pris en charge. Mais tu sais, Kim Virgil, le shooter, le tireur de Dawson, était aussi gothique que les gars qui sont dans le groupe Facebook Gothique Québec puis qui font des... Puis qui font des selfies d'eux en bédaine avec l'espoir qu'une fille gothique va coucher avec eux. Non. J'ai jamais vu des hommes aussi pathétiques de ma vie. J'en aurais long à dire sur le meme Goth Girlfriend, mais je ne vais pas parce que tu as des choses à nous raconter. Hey, bien sûr, il s'agissait d'un procès au civil. Alors, l'objectif n'était pas de mettre les vilains rockers en prison, mais bel et bien de leur soutirer 6,2 millions de dollars. Si on ajuste ça pour l'inflation, c'est un petit peu moins de 15 millions de dollars aujourd'hui. C'est beaucoup de bidou, même pour des rockstars internationales. Mené par l'avocat Ken McKenna, un genre de George Costanza avec un intense complexe d'infériorité partagé par tous les short kings de ce monde, la poursuite va réussir à convaincre le juge Jerry Whitehead que c'est un cas qui mérite de passer en cours parce que même si les paroles de chansons et les dialogues de films sont protégés par le premier amendement, les hypothétiques messages subliminaux, eux, ne le sont pas. Wow! Est-ce que ça commence déjà à être niaiseux? Ça fait juste commencer parce que ce qui est ironique là-dedans, c'est que dans les cas reconnus de backmasking, les paroles sont imprimées dans le livret. C'est techniquement des paroles aussi. Fait que... Mais là, Judas Priest, y avait-tu Make It Big à cette époque-là? Ah oui, vraiment. Okay. Oui, on était en 1986, tu vois. Le British Invasion. Il y avait British Steel était sorti, Screaming for Vengeance était sorti. Je sais pas si Turbo était sorti encore, mais il travaillait là-dessus. Ken McKenna a déclaré à la presse que c'était déjà une victoire que ce cas-là se rende en procès. Je l'ai d'ailleurs retrouvé sur LinkedIn. Il a toujours la même coupe de cheveux, puis il pratique encore. Donc, ce procès-là va essayer d'éclaircir deux questions. La première, est-ce qu'il y a des messages subliminaux dans Better by You, Better Than Me? Et si c'est le cas, est-ce que des messages subliminaux peuvent altérer le comportement des gens qui y sont subjugués? On allait y éclaircir des choses qui avaient toujours été floues et exploitées par des parties intéressées de part et d'autre. Le procès de Judas Priest s'amorce donc au Nevada à l'été 1990, un peu moins de 5 ans après le drame. Le tout dura 19 jours. Partie 5. La poursuite, un message joué à l'envers, ça parle pas nécessairement à ton âme. La première tâche de la poursuite sera de prouver que Better by You, Better Than Me contient les 10 messages subliminaux et ce sera plus simple à dire qu'à faire. Voyez-vous, un des experts de la couronne, et ça c'est une de mes affaires préférées dans tout ce cas-là, c'est un dénommé Wilson Key. C'est drôle parce que quand j'ai cherché Wilson Key sur Google, j'ai juste trouvé des clés de Mark Wilson. Alors j'aime bien penser que c'est une grosse clé habillée en complet cravate qui est allée témoigner et essayer de faire condamner Judas Priest. Enfermez-les!
À clé! Je vais m'occuper de barrer la porte. Attends un peu. I volunteer! La clé maléfique. Qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule, tiens-toi bien, Subliminal Seduction? Un de ces livres du même calibre que La mafia médicale que tous les parents concernés lisaient dans le temps. Ça sonne comme du smut de vampire. Ah oui, vraiment. Et il est fucking obsédé avec l'idée qu'on peut trouver des messages subliminaux partout. Il a aussi écrit des ouvrages avec des titres pittoresques comme Media Sexploitation et mon préféré, The Age of Manipulation, The Con in Confidence, The Sin Insincere. Ce monsieur, ça devrait juste être sa job de trouver des titres. Ah oui, attends un peu. Non, j'ai pas fini avec lui. Il aurait, entre autres, clamé avoir trouvé des messages subliminaux sur les boîtes de biscuits Ritz, sur le plafond de la chapelle Sixtine, sur les billets de 5$ dans le catalogue Sears et au bulletin de nouvelles de NBC. Ben, tu sais, je pense que c'est ce qu'on voit sur Internet présentement, là, quand t'es comme trop deep dans la théorie du complot. Des complots, il y en a partout, là, puis ça finit plus, puis comme... Tout est dans tout, puis moi, c'est les gens qui sont dans la numérologie, là. Calmez-vous. Allez, éteignez l'Internet, allez dehors, flattez du gazon. Jouer dans la neige. Flattez du gazon. Si vous flattez accidentellement un renard ou un raton laveur, devenez son ami. Voilà. C'est pas les chiffres qui l'ont mis là. Ça s'est juste passé de même. Des fois, la vie, c'est juste weird. Absolument. Faut l'accepter. Ben, le juge Whitehead n'a pas été impressionné par la démonstration de M. Clay. Même si elle était accompagnée d'un dispositif technologique des plus costauds. Tu sais, c'était la vieille époque. Fait il y avait des piles et des piles de machines électroniques sur le bureau. Il a amené le projecteur avec des acétates qu'il fallait que tu mettes à l'envers. Ah oui, puis il s'est jamais trompé. Fait que les formules Try Suicide and Let's Be Dead ont pas mal été jetées aux poubelles à l'entrée et au cœur du procès, c'est plutôt articulé autour de la phrase Do it et de sa possible interprétation par deux jeunes hommes en détresse. J'aime mieux vous dire tout de suite, Monsieur Clay n'a pas été la clé du procès pour Kate McKinnon. Tu sais, à ce jour, on le sait, c'est la seule chanson qui a les lyrics Do It. C'est jamais apparu dans d'autres chansons. Surtout que, ben, vous allez voir... En tout cas, je vous garde, les surprises pour la fin, mais je suis probablement arrivé dans d'autres chansons aussi. Encore là, le bon juge n'a pas affirmé « Ah, il dit absolument do it », mais plutôt, il a plutôt dit « Mettons qu'il dit do it, là. Est-ce que c'est même grave? » Il y avait quand même une tête sur ses épaules, le juge Whitehead. Il vient du Nevada, mais quand même, pour un gars qui vient du Nevada, là, une fois la question de la présence hypothétique de Do It sur Better By You, Better Than Me a été semi-réglée, la poursuite a fait témoigner son expert vedette pour lui asséner un coup de grâce au vilain rocker, le réputé psychanalyste Howard Chevrin, un expert des messages subliminaux et de leur effet sur le subconscient qui, à l'époque, avait étudié la question pendant plus de 20 ans. Imagine devenir expert de quelque chose qui n'existe pas. Mais là, on a affaire au... je sais pas si ça avait écouté le dernier épisode, on a entre en scène le Daryl Otto de l'épisode. Oh yeah! Joué cette fois-ci par définitivement Ed Harris. C'est un professeur en psychologie et un des 3 experts cités à comparaître, un dénommé Timothy E. Moore. Il va l'expliquer extrêmement bien dans son article scientifique paru en 1996 dans The Skeptical Inquirer. Chevrin a cité 4 études pour soutenir son argument que de recevoir un ordre de manière inconsciente donne nécessairement le goût de s'y conformer, mais aucune de ces études n'offre de conclusion solide à cet égard. Même si Moore avoue que Chevrin était convaincant et offrait un cadre logique pour soutenir ses affirmations, le bon professeur nous rappelle que la logique, ce n'est pas la science. Bref, M. Chevrin a sorti la fameuse technique de persuasion « Trust me bro, je les ai lus ces études-là », mais Timothy E. Moore les a lus pareil. De ce que j'ai compris sur lui, il avait l'air d'un homme de science extrêmement compétitif qui déteste ne pas avoir raison. Le genre de gars que tu veux avoir de ton bord dans un procès farfelu, tu sais. Dans sa démolition en règle de l'argument de la poursuite, Moore explique que l'opinion de Chevrin, parce qu'il s'agit bien d'une opinion, si elle était basée sur une science solide, devrait logiquement s'appliquer aux enregistrements de messages subliminaux de self-help pour aider à perdre du poids ou arrêter de fumer, et que si c'était le cas, ce serait une pratique beaucoup plus répandue et mieux étudiée qu'elle ne l'était à l'époque. Si ça fonctionne pas pour faire le bien, ça peut pas fonctionner pour faire le mal, right? Hey toi, arrête! Arrête de fumer! Arrête de fumer! L'enfer! Mange pas de chips! Lâche la liqueur! L'enfer! Assez un verre de vin, c'est assez!
La raison pour laquelle Moore a été appelé à témoigner, c'est pour convaincre le jury que même si les messages subliminaux existent et sont hypothétiquement présents sur Better by You, Better Than Me, il n'existe aucune preuve de leur efficacité sur l'être humain. Comme on le sait un peu tous. Que c'est pas parce qu'on te dit de faire de quoi, même si on parle à ton subconscient, que tu vas nécessairement vouloir le faire. Surtout lorsqu'il est question de deux ados en détresse qui n'ont aucune fucking confiance aux sources d'autorité entre eux. Si vous avez déjà été un ado, vous le savez, quand un adulte vous dit de faire de quoi, vous le faites pas. Ça vous donne encore moins le goût de le faire. Pour Moore, la question au cœur du procès était de réussir à faire la différence entre l'opinion scientifique et les preuves scientifiques, et entre la science et la pseudo-science. Partie 6, la défense. Mais pourquoi James et Raymond se sont-ils suicidés d'abord, hein? Allez chercher votre toutou, faites-vous un petit thé, parce que ça va devenir ridiculement dark en très peu de temps. Oh non, mais c'était drôle, là. Il y a juste ce bout-là qui est dark, Quand est-ce que Rob Halford y arrive sur sa moto? Ah, ça s'en vient, ça s'en vient. Même si elle était bardée de scientifiques, la défense de Judas Priest est articulée autour d'un principe très simple et qui relève du gros bon sens. Même si vous décidez d'entendre les mots « do it » sur l'enregistrement de « Better by You, Better Than Me », ça veut rien dire. C'est surtout pas une incitation au suicide, comme tu y avais fait allusion tantôt. Comment ils vont faire pour prouver ça? En démontrant que Raymond Belknap et James Vance étaient déjà suicidaires et ce serait pas particulièrement difficile. Une des clés pour parvenir à leur fin va être de faire témoigner leurs parents et comme le dit si bien l'inénarrable Charles Beauchesne, « Ça va chier, c'est moi qui vous le dis! » Ils vont s'apercevoir qu'ils jouaient à Donjons et Dragons. Ah oui! Parce que ça, c'est dans les années 80. C'était un gros signe de satanisme. Il était trop toasté pour jouer à Donjons et Dragons. Il n'aurait pas compris les règles. On parle de deux petits toastés plus ici. Je les aime, puis je suis vraiment triste de ce qui leur est arrivé, mais ces deux jeunes hommes-là prenaient une quantité incroyable de drogue et d'alcool. Ils ont testé James après sa tentative, puis son sang était bourré d'alcool puis de barbiturique. Il avait quel âge déjà? James, il avait 20. Okay. Raymond avait 18. Dans ma tête, il était plus jeune. C'est tout un départ. Ah, clairement. Je vais me concentrer sur les témoignages de Tony et Phyllis Vance parce qu'ils sont aussi en vedette dans le documentaire Dream Deceivers et qui racontent leurs horreurs en plus grand détail là-dedans. Mais les deux familles en ont à se reprocher de manière égale. Voyez-vous, la défense avait fait ses devoirs un peu. Ils ont cherché à convaincre le jury que Belknap et Vance ont développé des personnalités antisociales, ce qui a créé une détresse chez eux en rapport à de mauvais traitements reçus à l'âge où le cerveau se forme encore, et mauvais traitements il y avait. Même s'il ne buvait plus au moment du procès, Tony Vance a été un alcoolique pendant très longtemps et un adepte très, très, très enthousiaste de la punition corporelle. Ce dernier raconte d'ailleurs très fièrement un épisode ultra glauque dans le cadre du documentaire. Je t'aurais demandé de le lire, Audrey, mais c'est juste trop fucking déprimant. Quand il avait 13 ans, James est rentré à la maison avec les yeux vitreux. Je lui ai demandé s'il avait fumé de la drogue, puis il m'a dit non. J'ai enlevé ma ceinture pour le corriger, puis là, il m'a dit « Je suis trop vieux pour ça, papa. Tu peux plus faire ça. T'as plus le droit. » Et j'ai réalisé qu'il avait raison. J'ai remis ma ceinture et c'est la première fois que je l'ai frappé avec mes poings. Je l'ai enligné 2 ou 3 fois, puis il avait compris le message. Il n'a plus jamais repris de drogue après ce jour-là. OK, ceci est un message d'intérêt général. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants. Absolument pas. Si vous êtes des trous de cul, assoiffés de puissance, n'ayez pas d'enfants. Rendez service à tout le monde. N'ayez pas d'enfants. N'ayez pas d'enfants. Et vous voyez maintenant une raison beaucoup plus plausible pour laquelle Raymond et James croyaient que la vie, c'était de la merde. Non seulement James aurait pris de la drogue plusieurs fois après ce jour-là, mais on est en droit de se demander si pareils traitements n'ont pas contribué à la désorganisation de sa vie. Raymond Belknap et sa sœur y goûtaient aussi d'ailleurs. Leur beau-père, Jesse Roberson, est venu s'asseoir à la boire des témoins pour parler de son amour pour la strap et la dite sœur et Raymond, la dite sœur de Raymond, dont le prénom m'échappe, est venue témoigner qu'elle n'avait pas fait une, mais 2 tentatives de suicide déjà. De main de maître, l'avocat de la défense a enchaîné cette révélation choc avec la question qui tue. Mademoiselle, êtes-vous une adepte de la musique de Judas Priest comme feu votre frère Raymond l'était? La question à laquelle elle répondra clairement et simplement non. C'était leur beau-père en plus. Ouais. Qu'est-ce que t'as d'affaire à toucher à ces enfants-là? Ben, c'est très evil, on s'entend. Trop de cul. Tu sais, un beau-père, c'est une caractéristique evil dans la culture populaire, surtout ce soir, dans ces années-là. Tu sais. Ben, les belles-mères aussi font pas mal les frais des mauvaises représentations, mais
si vous avez un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe qui touche à vos enfants de même, vous vous séparez. Appelez les flics aussi. Votre travail numéro 1, c'est de protéger vos enfants. Absolument. La peur d'être seul va passer en deuxième, là. Je sais que je suis en train de faire la morale puis que je dis toujours pas d'enfant, pas d'opinion, mais il y a un devoir qui s'impose, là. On trace la ligne à coups de poing et viol. Exactement, là. Et shout-out à mon amie et ancienne collègue Francesca Gauthier qui a écrit la série Belle-mère sur tout.tv qui vise à réhabiliter les belles-mères. Donc, il y a plein de belles-mères gentilles et fines dans la vie. C'est juste qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas. Et de beaux-pères qui step up la game. Absolument. En plus d'avoir une famille de marde, les deux petits gars avaient développé des comportements plus inquiétants à l'adolescence. Au dire de sa mère, James Vance était incapable de garder une job. Non pas parce qu'il était incompétent, mais parce qu'il arrêtait juste de se pointer quand ça y tentait plus. Il y a eu plusieurs emplois dans le domaine de l'alimentation, les récits fast-food, et il n'a jamais persévéré pendant plus de 2 ou 3 chèques de paye. Si ça ne démontre pas un problème de contrôle des impulsions et de vision à long terme, je ne sais pas trop qu'est-ce qui pourrait vous convaincre. Les petits gars, très sympathiques, vous me direz aussi, parlaient aussi à leurs parents de s'acheter des armes automatiques pour tirer sur du monde. Lorsque confronté en cours avec ce fait, corroboré par plusieurs personnes, Phyllis Vance a affirmé « Ouais, mais c'est à cause de la musique qui faisait ça. » Ouais, c'est pas parce que ton chum lui pétait à gueule à répétition. Vraiment Non. pas parce que comme il faisait les frais d'un lot de violence épouvantable à la maison. Et qui réussissait pas en dehors de la maison, puis qu'il avait l'impression d'être une marde tout le temps. Non, c'est la musique qui lui faisait faire ça. 100% la faute à Rob Alford. D'ailleurs, l'avocat de la défense lui demande est-ce que c'est vrai que votre fils avait une personnalité antisociale? Ce à quoi Phyllis répond antisocial, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'amis, fait que non, il n'y avait pas une personnalité antisociale. La madame était limitée un peu, était en quelque sorte hypothéquée. La madame était très au courant que son fils avait des problèmes de comportement majeurs, mais écoute, c'était pas de sa faute. Elle était convaincue que d'aller prier pour son fils était pas mal sa seule responsabilité dans ce dossier. C'est une madame très religieuse, puis a trouvé beaucoup de réconfort chez son pasteur. Partie 7, le poids d'un « do it » et le verdict. Le chanteur de Judas Priest et coparolier du groupe Rob Alford, qui arrive ici sur sa moto. Tu devrais mettre sur les réseaux sociaux une photo de lui sur sa moto. Là. Il est juste trop. Il a aussi voulu se défendre. Rob Alford. Ben oui. Il a été amené à témoigner et s'est exprimé maintes fois dans la presse. Il prend aussi la parole dans Dream Deceivers pour expliquer que si 99% des chansons qu'on entend à la radio parlent d'amour, son groupe, lui, a, en toute humilité, une approche un peu plus intellectuelle. Et en tant que fan de longue date du groupe, je vous confie... No hate. No hate. C'est le mot qu'il a utilisé. Il dit en toute humilité, on a une approche un peu plus intellectuelle que ça. C'est pas moi qui le paraphrase. Un très beau backhanded manière de dire. Absolument. En tant que fan de longue date du groupe, je vous confirme que Judas Priest s'intéresse à un paquet d'affaires. La surveillance de masse, comme dans Electric Eye, faire le party jusqu'aux petites heures du matin, Living After Midnight, les extraterrestres super badass en moto, comme dans Painkiller, qui est ma chanson préférée du groupe, la guerre, Hell Patrol, et parfois, oui, à quel point la vie peut être de la merde, comme dans Breaking the Law, mais la solution n'est jamais de mourir. C'est plutôt de se rebeller puis faire un gros fuck you à la société, comme Raymond et James et plein d'autres jeunes poqués interviewés dans Dream Deceivers l'avaient compris. Les principes centraux de Judas Priest ont toujours été la rébellion, la résilience et la célébration de la marginalité, et c'est pour ça qu'on les aime, et c'est pour ça que leur musique a toujours résonné avec les jeunes en détresse. Breaking the law, Breaking the law, breaking the law! Il y a la question aussi du maudit « do it » que Rob a adressé pendant son témoignage. Ça veut fucking rien dire en contexte. Fais-le quoi? Ton le gazon, dira-t-il à Ken McKenna en regardant par-dessus sa tête. Parce que Ken McKenna est un short king. Il a aussi fait remarquer que c'est contre-productif pour un groupe d'inciter ses fans à s'enlever la vie. Étant un intellectuel autodéclaré, il a aussi affirmé en cours que s'il avait eu à cacher des messages subliminaux sur Stained Class, il aurait incité ses fans à acheter plus d'albums ou de merch. T'sais, que voulez-vous? Il avait la bosse des affaires. Achète une moto! Achète une moto! Il y avait la bosse des affaires, Rob Alford. C'est pour ça qu'il fait encore de la tournée aujourd'hui, et même s'il est 6 mois plus vieux que mes parents. Sans farce, Judas Priest a rempli le Centre Bell pas plus tard que le 13 décembre dernier. Fait que, tu devines-tu comment ça peut s'être enligné? Le juge Whitehead a exonéré Judas Priest de toute responsabilité dans le suicide de Raymond Belknap et James Vance.
Non seulement il a jugé que Better by You, Better than Me n'a pas causé la mort des deux jeunes garçons, mais il a aussi rejeté l'idée que la phrase Do It était présente sur l'enregistrement. Bon. Parce que, newsflash, elle l'était pas. Judas Priest, c'est pas ce band-là. Il y a plein de bandes qui ont fait du backmasking, pas Judas Priest. Selon son Ce sont des intellectuels. Exactement. Breaking the law! I'm your turbo lover. Incroyable cette chanson-là. Si vous voulez un bon exemple de pourquoi Judas Priest sont aussi adorables et corny, allez googler ou YouTuber la chanson Turbo Lover. C'est une de mes 10 chansons préférées du groupe. Selon son jugement, si on entend les sons qui ressemblent vaguement à la phrase « Do it » sur l'enregistrement, c'est une simple coïncidence explicable par la combinaison d'une exhalation à la fin de la phrase et d'un accord de guitare. Parmi toutes les galipettes que Rob Halford aura dû faire pour prouver son point, on lui a fait chanter le refrain de Better by You, Better than Me en cours, et les fans de Judas Priest le savent, il y a une manière bien à lui de finir les phrases quand il chante. Vous m'excuserez la voix, mais il fait « Better by You, Better than Me ». Comme ça. Puis, c'est ça que les gens ont entendu. C'était Les ça, fans de Judas Priest sont comme « Wow, Rob Halford a assisté à l'enregistrement de ce podcast, c'est incroyable! » Ah, écoute, Il est arrivé sur sa moto dans le studio, il a descendu les marches avec sa Raphaël, là, moto. tu mettras un sound effect de moto là-dessus. C'est ça que les gens ont entendu. C'est ça qui était le do de Do It. L'auditoire présent et tous ceux et celles qui ont regardé Dream Deceivers ont aussi pu le constater. C'est encore plus frappant sans instrumentation tonitruante que Rob Halford a une crise de belle voix. La seule punition que le juge est attribuée, c'est une condamnation à payer 40 000 $ pour couvrir les frais légaux des demandeurs à CBS Records parce que ces maudits-là ont refusé de fournir les bandes maîtresses de l'enregistrement à des fins d'analyse. Fait que toute cette mascarade-là n'aura pas coûté une scène à personne, sauf à Judas Priest, bien sûr, qui a déboursé 250 000 $ pour sa défense. C'est l'équivalent d'un peu plus de 600 000 $ aujourd'hui. Oh là là. On va s'entendre, là, Better by You, Better than Me contenait peut-être pas de messages subliminaux, mais elle n'en avait pas besoin pour être déprimante. On peut y entendre des phrases comme Out in the streets and down the shore, tell her the world's not much living for, better by you, better than me. Dans les rues ou à la plage, dis-lui que le monde vaut pas la peine d'être vécu, meilleur par toi, meilleur que moi. Ou tell her why I'm alive within, I can't find the words, my mind is dead, better by you, better than me. Dis-lui pourquoi je suis vivant en dedans, je peux pas trouver les mots, mon esprit est mort. Je ne recommencerai pas la traduction de Better by You, Better than Me, vous comprenez exactement. Cette chanson-là n'était pas une machine à tuer des jeunes âmes tourmentées, elle s'inscrivait plutôt dans une longue lignée de chansons juste fucking déprimantes qu'une âme tourmentée serait susceptible d'écouter si elle le fait pas. C'est un peu comme la version spray net et pattes d'éléphant de Laisse-moi seul d'Éric Lapointe ou de Nobodies de Marilyn Manson pour les plus gottes d'entre nous. Mais pourquoi tu viens de citer 2 musiciens cancellés? Écoute, les musiciens cancellés ont tendance à s'apitoyer sur leur sort, qu'est-ce que je te dise? À noter également qu'on n'a jamais eu besoin de procès complexes ou de recours à la technologie pour démasquer les messages nuisibles à la psyché des jeunes personnes pour trouver des chansons problématiques à écouter pour quelqu'un en cas de détresse. Eric Granson, un fan de Judas Priest interviewé dans le documentaire, faisait remarquer aussi que le groupe Suicidal Tendencies, c'est déjà là, avait une chanson intitulée Suicidal Failures qui comportait des paroles telles que I don't want to live, I don't know why, I don't have no reason, I just want to die. Je veux pas vivre, je sais pas pourquoi, j'ai aucune raison, je veux juste mourir. Et Tired of this way of life, my patience has expired, pardon. I'm barely just 19, but my life I will retire. Je suis tanné de cette vie, ma patience a des limites, j'ai juste 19 ans, mais je vais finir ma vie. Mais tu sais, ça s'inscrit beaucoup dans un continuum depuis le début de la musique punk aussi, avec les Ramones puis les Dead Boys à New York, où est-ce que... Parce qu'il y a toujours le débat comme « Ah, est-ce que le punk, ça a commencé à New York? Est-ce que le punk, ça a commencé à Londres? » Ça a commencé virtuellement en même temps, c'est juste que la version américaine du punk avait pour base l'ennui typique des banlieues américaines, et que le punk londonien avait plutôt comme impétus la rébellion contre le gouvernement Thatcher. Je pense que après, ça a juste suivi un peu dans la même veine des paroles de gens qui s'emmerdent et qui savent pas quoi faire. Puis on se one-up tout le temps aussi vers l'extrême pour s'apitoyer sur son sort. Absolument. C'était l'époque avant Cannibal Corpse, donc je pense que les gens avaient encore rien vu côté paroles. Cannibal Corpse, qui sont très bien connus pour leur succès I Come Blood, où est-ce qu'ils parlent d'un homme qui saigne par son pipi.
Mais c'était pas dans la série Metalocalypse. Ah, ça se peut, ça se peut. J'ai Ah non, pas vu c'était- Metalocalypse. Ah non, c'est C'était Ham. Icon Fire ou quelque chose. Oh my God! Ouais. C'est bon. C'est inspiré probablement par Icon Blood. Ben, je pense que le chanteur du band fictif de Metalocalypse s'était inspiré par le chanteur de Cannibal Corpse. Corpse Grinder, puis Corpse Grinder, de son vrai nom George Fisher, avait joué, je pense, dans la série, avait prêté sa voix à la série. Ozzy Osbourne avait aussi une chanson très populaire dans les années 80 intitulée Suicide Solution, qui parle d'alcoolisme et d'autodestruction. Metallica avait Fade to Black. Et une dizaine d'années plus tard, il y a un sous-genre de black metal dédié à la romantisation du désespoir et du suicide qui a vu le jour, le Depressive Suicidal Black Metal. OK. Tu connaissais pas ça? Non. Oh my God, Audrey, Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Je C'est pensais le- genre le doom metal, mais c'est vrai que le doom metal, Ah c'est oui, plus, non, puis c'est c'est plus le mélancolique. métal de stoner. Là. Ouais, puis c'est très mélancolique, là. Si je fume, puis je vais me avoir 17 ans encore. Le Depressive Suicidal Black Metal, tu as souvent des albums avec des mutilations sur la pochette, puis des choses comme ça. Le running gag aussi, c'est qu'un de leurs musiciens les plus populaires, un des nommés Niklas Kvarfurt, parle salue. de suicide depuis l'âge de 14 ans et a déjà prétendu se suicider, a disparu pendant 2 ans, puis est revenu déguisé à la tête de son propre band. Hey gang, écoutez du Dolly Parton. Ça fait du bien. Absolument. Écoutez du Shania Twain, ça va vous faire du bien. Partie 8, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je vous ai gardé un plot twist pour la fin. Vous vous posez peut-être la question à savoir pourquoi James Vance n'a pas témoigné au procès que sa famille et lui ont intenté à Judas Priest ou pourquoi j'en ai pas parlé. C'est là une excellente réflexion, mais la raison est tout aussi solide. James est décédé le 29 novembre 1988, soit un peu plus d'1 an et demi avant la tenue du procès. Pour vous donner un timeline, les garçons ont commis l'irréparable le 23 décembre 1985. La poursuite a été déposée le 3 décembre 1986 et le procès s'est tenu à l'été 90. Fait qu'il s'est passé du temps. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'était pas très clair. Il a été admis au Washoe Medical Center de Reno en novembre 1988 pour une dépression sévère et il a immédiatement été placé sous médication. Il a tombé dans le coma et il a été intubé le 23 novembre 1988 et il ne se réveillera jamais. L'hypothèse est séduisante de croire qu'il s'est probablement envoyé 1 ou 2 bouteilles d'antidépresseurs, mais rappelez-vous qu'il était sous supervision médicale. La cause listée sur son certificat de décès est complications liées à la prise de médicaments. James était très fragile, ça se peut. Oui, il y avait la tête fendue en deux. Ah oui, tu sais, il avait 23 ans. Cette histoire-là me touche beaucoup parce que j'ai rencontré ma conjointe à 24 et c'est à partir de ce moment-là que ma vie a commencé à se transformer en ce qu'elle est aujourd'hui. Même s'il n'y avait plus beaucoup de futur possible pour James, une partie de moi-même n'arrive pas à se défaire de l'impression qu'il est décédé à la ligne d'arrivée. Les parents de James et Raymond ont immédiatement porté la cause en appel. Leur avocat, Ken McKenna, était extrêmement heureux qu'un jugement ait été rendu dans cette cause et croyait que ça allait être le début d'une longue série de procès hyper lucratifs pour des messages subliminaux. Mais au contraire... Check ton cul, Iron Maiden! Au contraire, ça a été le dernier. En plus, les Iron Maiden sont tellement pas sataniques, là. Genre, Non. ils parlent de littérature et d'histoire. Run to the hill. Le public s'est rendu compte que c'était des hosties de niaiseries, cette Ouais. histoire-là. Ta Fait que, gueule. ouais, fait qu'ils ont fait comme ta gueule, Ken McKenna. Comme j'ai mentionné plus tôt, Ken McKenna court toujours après les ambulances aujourd'hui. Et j'ai même retrouvé le petit bum fan de Judas Priest, Eric Granzen, sur Facebook. Il s'est pas suicidé, newsflash. Il semble très heureux et très membre d'un club de motards en Californie. Oh, Bref, il vit sa meilleure vie. de fan de Judas. The friend de Judas Priest. L'autre personne importante dans cette histoire, c'est le chanteur de Judas Priest, Rob Halford. Ce procès-là arrivait au beau milieu d'un Long Night of the Soul qui durera plus de 10 ans pour lui. Ça a commencé avec une overdose d'antidouleur pendant l'enregistrement de Turbo en 1986. Il gérait, comme plusieurs personnes à l'époque, sans trop le savoir, une dépression qui le suivra pendant de nombreuses années. Cette dépression-là l'amènera à quitter Judas Priest l'année suivante pour essayer de se trouver dans d'autres projets plus au goût du jour, mais un peu louches, comme le groupe Fight ou Two, genre avec un 2 puis un WO, qui ont plutôt mal vieilli. Désolé aux 8 fans de Fight et Two qui nous écoutent. Honnêtement, j'ai écouté Two pour la première fois avant de l'épisode, puis c'est une copie, une mauvaise copie de Nine Inch Nails, un peu plus commerciale. C'est tellement pas Rob Halford, c'est tellement pas lui. Qu'est-ce qui va sauver la vie de Rob? Les fans le savent déjà. Il va sortir du placard sur les ondes de MTV en 1998 Go, Rob! et révéler au monde entier que son esthétique de biker cuir vêtu, si cher aux métalleux de l'époque, était en fait la sublimation de ses désirs réprimés.
Si on regarde les spectacles de Judas Priest à l'époque en rétrospective, c'était juste évident. Il fouette la foule, il y a une petite calotte de Minator, c'est génial. Les fans de Judas Priest ne l'ont pas mal pris du tout. Rob Halford a sorti un album solo en 2001 intitulé Resurrection, qui a botté le cul de tout le monde et qui a prouvé que tu peux être gay et plus métal que tous les hétéros sans trop de problèmes. Il va rejoindre Priest en 2003 et avec qui il enregistre encore des albums et fait encore la tournée aujourd'hui à l'âge vénérable de 73 ans. Ils ont lancé Invincible Shield en mars dernier, un des meilleurs albums métal de 2024. Rob a aussi trouvé le bonheur dans sa vie personnelle auprès de son mari, le très british et très wholesome Thomas, avec qui il demeure à Walsall dans les West Midlands lorsqu'il n'est pas occupé à nous botter le cul sur scène. Comme quoi, quand on est inspirant et qu'on n'a rien à se reprocher, la vie finit par bien faire les choses. Je vous avertis, il existe très très peu de photos de Thomas en ligne. C'est quelqu'un de très très privé. Oh, moi j'ai mon hot take que les personnes les plus métal, c'est les personnes gays. Parce qu'ils se battent contre la répression. Absolument. Fait que c'est ça, pour être métal, il faut que tu te rebelles contre quelque chose. J'ai peut-être un petit côté gay en moi que je ne savais pas. C'est correct. Ou je suis pas métal du tout. C'est correct, Benoît. Un des deux. Tout le monde t'accueille ici. Absolument. Rainbow for life. OK, partie 9. Partie 9, épilogue sur le suicide. Bon, là, c'est l'intervenant en prévention du suicide qui vous parle. Le suicide, c'est un phénomène multifactoriel. C'est-à-dire que dans 99,99999% des cas, une personne ne se suicide pas pour une raison en particulier. Raymond Belknap et James Vance avaient une historique de santé mentale et de problèmes de comportement dans leur famille, peut-être une condition médicale non diagnostiquée, mais la variable la plus importante dans leur histoire, c'est le contexte. Quand on est né dans un contexte qui ne nous convient pas, c'est super difficile d'en sortir parce qu'on ne sait pas qu'on est dans un contexte qui ne nous convient pas. On pense que c'est nous le problème, qu'on n'est pas capable de trouver le bonheur là où il n'y en a juste pas. Raymond et James avaient de la difficulté à l'école, ils se faisaient taper dessus à leur maison pour leurs choix vestimentaires, musicaux et pour une expérimentation avec la drogue, on ne peut plus normal pour des adolescents. Bon, OK, ils en prenaient peut-être un peu beaucoup, mais je veux dire, c'est pas les premiers ni les dernières personnes à avoir pris de la drogue. Pour eux, la vie était de la merde à la maison et en dehors de la maison. Et la seule chose que les adultes trouvaient à leur dire, c'est « Attendez un peu d'avoir un job puis des responsabilités, ça va être pire, vous n'avez pas de futur de toute façon. » On peut comprendre de leur point de vue de jeunes adultes qu'ils aient considéré leur situation comme sans issue. Si c'est de la merde à l'école puis c'est de la merde à la maison, pour vous qui écoutez un peu de crime et qui pensez au suicide, je veux juste vous dire, le problème, c'est pas vous. Vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas sans cœur, vous n'êtes pas irresponsable et vous n'êtes pas toxique comme c'est devenu très populaire d'affirmer. Vous avez pris un tournant dans votre vie, une décision importante qui fonctionnait peut-être à l'époque mais qui vous rend plus heureux. Une job qui a perdu son sens et qui vous met trop de pression, une relation devenue malsaine. Dans la vie, il n'y a pas de fort puis il n'y a pas de faible, il n'y a pas de bon puis il n'y a pas de méchant. Il y a juste des contextes qui fonctionnent puis d'autres qui ne fonctionnent pas. Si vous avez mal à l'âme et que vous pensez vous faire du mal, appelez-nous. 1-866-APPEL. Textez au 535353. Venez clavarder, j'ai ce mot-là, au suicide.ca. Viens chatter. On va trouver ce mauvais contexte-là ensemble, puis on va vous aider à prendre un autre tournant. La planète est plus belle si vous en faites partie. Il y a des trésors enfouis dans tout le monde, mais il faut se laisser voir pour que les autres puissent les apprécier. Vos problèmes sont sérieux, ils méritent qu'on s'y attarde, mais d'autres gens les ont vécus et ils en sont sortis. Vous n'êtes pas seul, il y a des solutions. Sur cette note, je termine cet épisode sur le procès de Judas Priest pour des messages subliminaux qui n'existaient pas. Merci beaucoup à toi, Audrey, de m'avoir invité pour ces 4 épisodes d'Un peu de crime. Merci à tous les auditeuristes, comme dirait Audrey, de m'avoir reçu avec autant d'ouverture et de bienveillance. Sérieux, Audrey me montrait des DM, c'est vraiment très gentil, ça me réchauffe le cœur. Merci aussi à Raphaëlla de nous avoir si bien accompagnés et d'avoir pris soin des enregistrements comme si c'était les siens. Ce projet-là est arrivé au bon moment dans ma vie puis m'a fait beaucoup de bien. Je retourne aux pages d'Urbania et de mon site personnel où je fais de la critique culturelle dans la langue de Shakespeare, Dead End Follies. Vous avez juste à googler. Vous pouvez venir me suivre si le cœur vous en dit. Je retourne à mon rôle d'auditeur et j'ai plus hâte que jamais de retrouver Catherine avec ses retours si nécessaires sur les féminicides et ses throwbacks abracadabrants comme la fois où le bon Joe Montferrand a kické le pléfond. Kické le pléfond. Je vous aime, c'était le fun. Merci beaucoup. Yeah, Benoît! Oh, imagine la scène de Joe Montferrand qui kick le plafond, puis Rob Halford qui arrive. C'est très métal. Breaking the law, breaking the law. Breaking the plafond, breaking the plafond! Tu t'es donné corps et âme. Oui, comme absolument. Rob Halford.
Même, vous voyez pas Benoît, mais il s'est habillé en Rob Halford. J'ai des pantalons de cuir extrêmement serrés. On a fait... Raphaël a fait beaucoup de travail pour couper le cuir qui grince dans le micro. Squeak, squeak. Elle m'a mis de l'huile partout sur le corps. Il a fallu qu'on aide Benoît à rentrer dans son kit. Ouais. Merci beaucoup, Benoît, pour cette belle recherche et ce cas super intéressant. T'étais pas sûr au début si ça rentrait, mais moi, je t'ai dit « Ah, ben oui, les codes courts, nous, ça nous intéresse. » Ça nous intéresse de voir pour quelle niaiserie que les gens se traînent en cours. Comme, avant de rencontrer Benoît, je connaissais pas tant Judas Priest, autre que pour les chansons qui passent sans arrêt à Chaume. Mais j'avais beaucoup de respect pour Rob Halford, justement, d'être une figure qui était ouvertement gay dans un univers qui pourrait sembler pas tant ouvert. Mais oui, les métalleux, généralement, vous êtes des très bonnes personnes avec le cœur grand ouvert, l'esprit grand ouvert. Mais je trouvais ça vraiment beau de voir Rob Halford être une figure vraiment comme respectée et tenue tout en haut de la hiérarchie du métal pour qui il est. Puis c'est Benoît qui me dit « Ah, écoute du Judas Priest, c'est vraiment bon. » Puis effectivement, c'est super bon. C'est corny, c'est over the top. C'est le parfait corny 80s metal dont vous avez besoin de vous régaler. Si vous avez besoin de faire des windmills tout seul dans votre maison ou de chanter dans la douche, c'est le parfait band. Mais je pense qu'il était un peu grandfathered in par les métalleux. Tout le monde l'aimait, puis tout le monde il a fait comme « Ah, je suis gay. » Là, il fait « Ah, je suis gay. » Le métalleux fait comme « Ben, OK. C'est correct. » Puis il a sorti un album qui était absolument incroyable sur quelques années après. Tout le monde a fait comme « Est-ce quoi? Peut-être que je suis gay aussi. » C'est peut-être pour ça que j'aime autant Judas Priest. Exactement. Bon, alors, j'espère que tous et toutes, vous avez apprécié cet épisode musical, mais pas comme Joker Folie à 2, donc vous n'avez pas eu peur. Et on espère que les fans de Judas Priest, vous êtes satisfaits et satisfaites. Et on espère que vous faites vrombir vos motos très fort pour exprimer votre satisfaction ou que vous faites crisser votre cuir bien fort pour exprimer votre orientation sexuelle. Oui. Exprimer une orientation sexuelle par moto, ça c'était aussi bon que par trompette comme les musiciens de jazz. Allez séduire quelqu'un avec votre moto. Parler en langage de moteur. Alors, merci tous et toutes d'avoir été avec nous pour une dernière fois avant Noël. On vous souhaite un joyeux Noël dans lequel il n'y aura aucun crime et de joyeuses fêtes si vous ne fêtez pas Noël, de joyeuses fêtes dans lesquelles il n'y aura pas de crime non plus. C'est toujours mieux quand il n'y a pas de crime. Alors, si vous aimeriez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Nous sommes sur Instagram @unpeudecrime, nous sommes sur Facebook @unpeudecrime dans ton... Non, nous sommes sur Instagram @unpeudecrime dans ton café, sur Facebook @unpeudecrime. Nous avons aussi une boutique Etsy où vous pouvez vous gâter et vous acheter plein de belles bagosses à thématique un peu de crime dans ton café. Et si vous aimeriez nous encourager monétairement, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon, qui est une plateforme de patronage. Elle porte non bien son nom. Et pour différents montants, vous pouvez avoir différents avantages que je vous laisse découvrir par vous-même, comme ça, utilisez votre agentivité. Par contre, l'avantage que tout le monde a, c'est un shout-out. Alors, je vais shout-outer des gens à l'instant, et là, je vais enfin terminer ma liste qui durait depuis cet été. Yes. Alors, avec Catherine, ça va être un clean slate à son retour, que de nouveaux Patreon. Dites à vos amis de s'abonner pour qu'il y ait encore une liste. Oui, pour que Catherine puisse dire des merci en ondes. Alors, j'aimerais remercier Philippe E.A., Luna, Andréane Boutin, est-ce que t'es ma long lost sister? Oh. Catherine LG, Abou, Christine, Abou. OK. Christine, Florence Dugas, Mylène Legault, Hello Ra, Sabrina Loyer et DM Devotee. DM Devotee. J'espère que t'es un DM vraiment devotee à ta game de D&D. Abou, c'est-tu Abou ou genre Abou? Abou. OK. Peut-être c'est Alexandre Bouchard ou une affaire de même. Ou Audrey Boutin. Ouais. Oh! Non, je me patronne pas moi-même. Peut-être ta sœur. Oh my God, ma sœur qui paye pour me parler. Nice. Comment, Ariane? Alors, avant qu'on se laisse, on devrait revenir à la fin du mois de janvier, début du mois de février, dépendamment quand on est prête et
comment le studio avance chez nous, c'est-à-dire pas partout. Audrey mérite un repos, guys. Alors, on va voir comment ça s'enligne. Sinon, on a des options, inquiétez-vous pas. Mais on devrait revenir fin janvier, début février, garanti. Et avant qu'on se laisse, Benoît, parce que c'est le temps des fêtes. Oh, Et un film de Noël. je vais te raconter un film de Noël complètement unhinged. Nice. Alors, c'est l'heure du cinéma complètement unhinged, raconté à Benoît avec le moins de contexte possible. All right. Alors, aujourd'hui, Benoît, have I got a treat for you? Oh no. Parce que ce film-là, en fait, je ne l'ai pas vu. Est-ce que c'est un film italien? Non, c'est Pourquoi juste tu moi parles qui comme fais- une italienne avec Parce la que main? j'ai des longs ongles! Ah, OK. L'italienne est là. Ah, hey, oh! Alors, What am I? euh, A fucking plant? le film, en fait, je me mets un autre défi parce que je ne l'ai pas vu. Parce que j'ai promis à Catherine qu'on allait le regarder ensemble pendant nos vacances de Noël. C'est excitant. Mais j'ai vu tellement de monde le niaiser sur Internet que j'ai l'impression de l'avoir vu. Alors, All right. je vais te raconter le nouveau film de Noël What the fuck de cette année. Ça s'appelle Hot Frosty. Hot Frosty. Ça sonne comme quelque chose que je veux pas googler. OK. Alors, c'est l'histoire d'une madame, et je ne connais pas son nom, alors je vais l'appeler Nancy. Nancy, elle est veuve, son mari il est décédé, et là, depuis ce temps-là, elle vit dans une maison des calices parce que son mari réparait tout. Puis là, elle, c'est une petite femme dans un film style Hallmark, fait qu'elle n'est pas capable de se servir de ses 10 doigts, et un tournevis, elle sait pas où est-ce Elle que peut ça pas va. engager t'sais. quelqu'un non, non non, plus. non, tu sais, c'est compliqué un Parce téléphone. que ça symbolise son âme. C'est ça, c'est une pauvre petite femme en détresse. Mais là, un jour, elle va dans un magasin vintage. Oh non. Et la madame qui travaille au magasin vintage, elle y donne un foulard tricoté. Dis-moi qu'ils tombent en amour les deux, s'il te plaît. Là. C'est la elle aurait- madame qui non, répare non. tout chez eux. Non, c'est un film Hallmark, il peut pas avoir des personnes gays. OK. Fait que la madame, elle prend le foulard, puis là, elle s'en va comme au centre-ville de la petite ville très bucolique dans laquelle elle vit, Et non pas au typique centre-ville film de Hallmark. Laval. Exactement. Les gens de Laval, on vous salue. What's up? On J'adore donne- Laval. On tombe souvent sur vous, on s'excuse. Mais là, au centre-ville, il y a comme une compétition de bonhommes de neige. Et parmi les bonhommes de neige, il y a comme un bonhomme de neige que c'est un monsieur sculpté dans les moindres dis-moi que c'est le bonhomme de détails. neige avec qui elle tombe en amour, s'il te plaît. Et là, elle lui met un foulard, je sais pas pourquoi, parce que je veux dire, la madame, elle lui a quand même donné un foulard, puis moi, si je te tricote un foulard puis que tu vas comme le crisser dans un arbre, je vais être fâchée, Ben, personnellement. j'espère. Mais aussi, je tiens à comme questionner les gens dans cette ville, parce que moi, j'ai l'impression que si à Montréal, il y avait comme un bonhomme de neige ultra détaillé d'un monsieur tout nu, j'ai l'impression que ça ferait des problèmes. Ben oui. Il y a Euh. des gens chrétiens qui amèneraient ça en cours. là. Je sens qu'il resterait pas là longtemps. Mais bref, elle lui met un foulard, puis là, le bonhomme de neige devient une vraie personne. Non! Il devient un vrai petit garçon, C'était Pinocchio! pour citer Shrek. Mais, et là, le bonhomme de neige, il comprend pas comme c'est quoi la société, parce qu'il y a le corps d'un Adonis, mais le cerveau d'un enfant de 5 ans. OK, ce gars-là, c'était pas une personne qui était cursed, là. C'est Non, juste non, un vrai c'est bonhomme de neige qui s'est qui devient une transformé. personne, puis là, il vole des vêtements dans la ville, tu sais, parce que il réalise qu'il est tout nu, même si, je veux dire, il est born yesterday. En tout cas, fait que là, il trouve des vêtements, puis là, il retrouve Nancy, que j'ai décidé qu'elle s'appelait, OK. et il vit chez elle, puis là, elle se dit « Oh mon Dieu, mais qui est cet homme? » Et là, elle l'amène chez le médecin, et le médecin se rend compte qu'elle prend sa température, puis elle se rend compte que sa température, elle est en dessous de 0. Oh! Puis elle dit « Oh mon Dieu, je pense que c'est un bonhomme de neige. » Puis je suis comme « Oh mon Dieu, c'est le pire médecin de l'histoire de l'humanité, enlever ses licences, quelqu'un, Ben oui. c'est la pire affaire. Elle va faire des affaires dangereuses. » Fait que là, la madame, elle ramène le bonhomme de neige chez elle, parce que, tu sais, le bonhomme de neige, il a volé des vêtements. Fait que là, Ouais. la police était après lui. Ah, pour vrai? Fait que là, il faut qu'elle le cache chez elle. Puis là, elle met chez elle, puis il regarde la télé toute la journée. Puis là, il apprend à faire
plein de choses en regardant la télé. Il regarde le home gardening channel. Puis là, je me dis comme, oh my God, est-ce que ce film donne des excuses à des chums pour rien foutre de leur journée? Ouais. Mais imagine si elle avait mis le foulard sur un bonhomme de neige normal, puis t'avais Jack Black tout nu, genre. Ben honnêtement, le gars, il est comme tellement rip qu'il fait peur. Ah Qu'il y a comme aucun gras sur lui, puis t'es comme, tu vas-tu te déchirer? Il a probablement pris des produits pour... il ne veut pas se sentir Ou il a juste pas bu d'eau depuis puis Dieu sait que des journées de tournage, c'est genre 16 heures, là, il va être comme... Puis là, je me dis aussi, une chance qu'il a regardé comme des programmes de réparation de maison et non genre un documentaire de true crime. Ben oui. Il aurait eu des mauvaises idées. Et là, il se met à réparer la maison. Puis là, il y a comme des madames qui le voient puis qui se mettent à engager le monsieur, puisqu'apparemment, tout le monde est une madame horny dans cette ville-là. Mais là, ça va être le bal de Noël ou quelque chose de même. Tu sais, c'est un film Hallmark, il y a toujours un bal de Noël, quelque chose de même. Tandis que dans les vraies villes, c'est les messieurs qui sont toujours horny. Là. Il n'y a jamais de bal de Noël dans nulle part, mais en tout cas, peu importe. Fait que là, elle lui dit, tu peux pas aller au bal de Noël parce que tu vas te faire arrêter par la police pour avoir volé des vêtements. Puis il est comme, puis là, lui, il sort l'argument le plus convaincant, qui est, ouais, mais je veux y aller. Puis il est comme, ah d'accord, tu peux y aller. Wow. Puis là, il va au bal de Noël. Mais là, il se fait arrêter par la police. Oh non. Mais là... Tout nu? Non, il est habillé pour aller au bal de Noël, Okay. comme, come on! La police... Marc Gaspoil, là, vole un œuf, vole un bœuf. Il y avait une présence policière au bal, puis on dit, c'est le voleur de vêtements! Puis là, il se rend... Puis là, il se fait arrêter par la police. C'est le voleur de vêtements, ils l'ont reconnu. Puis là, ils le mettent dans une cellule, mais c'est un bonhomme de neige. Fait qu'il se met à fondre. What? Puis là, la ville au complet arrive pour le sauver en disant comme non, laissez-le sortir, il n'a pas fait exprès, c'était juste un accident. Qui est comme l'excuse que mon chat utilise quand il brise la moitié de la maison. Ben oui. Mais comme, puis là, madame, elle sort le monsieur, mais là, il est trop tard. Le bonhomme de neige, il meurt. Puis la médecin poche, elle arrive, puis elle prend pas ses signes vitaux, rien, elle fait juste dire comme il est mort. Mais là, il est-tu genre en flaque d'eau ou... Non, il est juste comme passed out à terre, comme moi cette semaine quand j'ai fait mon empoisonnement alimentaire. Oh, fait qu'une chance que ce médecin-là était pas là, parce que Ouais. je serais comme en train de crier pour qu'on me sorte de la morgue. Puis là, la madame Nancy, notre pauvre veuve éplorée x2 maintenant, elle dit au revoir au bonhomme de neige, puis elle lui donne un bec sur les lèvres. Oh non! Puis là, elle vient pour s'en aller, mais le bonhomme de neige, il se lève. Puis là, il est devenu un vrai petit garçon! Oh non! Par le pouvoir des babines de la madame. Fait que là, je sais pas si la madame est comme la série Pushing Daisies, pour les gens qui se rappellent de la série Pushing Daisies. Pas du tout. Quand Kelly Pace, il touchait quelqu'un, la personne, elle revenait à la vie. Wow. Mais s'il la retouchait pas tout de suite après, quelqu'un d'autre mourait. Parce que tu peux pas prendre quelque chose sans enlever quelque chose. Wow. Cette série était incroyable. Pourquoi qu'il y a juste eu 2 saisons? J'ai aucune idée, je connaissais C'est pas le ça. même maker que Hannibal. Ah ouais, quand même. Fait que c'était mon Hannibal, rant. il y a eu 3 saisons, non? Oui, ça s'est aussi fait canceller. Fait que ceci était mon rant sur les séries télé. Bon. Bref, elle redonne la vie au bonhomme de neige. Puis le bonhomme de neige se réveille. Puis ils vivent ensemble. Puis ils vont en voyage à Hawaï. Et c'est comme ça que ça finit. Puis ils font pas là-bas. Ben non, maintenant, il est un vrai petit garçon. Mais ils fondaient pas au bal non plus. Le bal était dehors. Je sais pas, le dans la thermostat, il maison? devait être pas très haut. Je dois Oh t'avouer my que God. s'il travaillait avec nous au bureau, il serait bien correct, le Père Noël! Ah oui, il serait bien il serait correct, comme- le bonhomme de neige! Oh wow, Audrey, merci beaucoup. Parce que personnellement, je suis très je pourrais graffiner des vitres avec mes totons quand je travaillais au bureau. Alors, voilà, c'était Hot Frosty. Encore une fois, googlez pas ça. Je suis sûre que c'est une position sexuelle dégueulasse Ah oui. dans un film porno allemand quelconque. Raphaël est en train de le Non, googler. Raphaël, non. Fais pas non, ça! Raphaël, non! 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 Alors voilà, merci Benoît d'avoir assisté à à moi qui essaye de deviner un film Hallmark. J'en suis confus. Je suis sûre et, que je l'ai eu en plus. J'en suis confus et j'en suis sorti grandi. Merci beaucoup. Là. Alors, merci tous et toutes d'avoir été des nôtres. Raphaël, montre-moi pas qu'est-ce qui est sur ton téléphone. Ah, c'est le film. Ah, ok, c'est le film. Ok, c'est le film. Ok. Spoiler alert. Crisis averted. Alors, merci tous et toutes d'avoir été avec nous et on vous dit à l'année prochaine pour plus de café et de crime. Merci Benoît d'avoir été des nôtres. Merci. J'ai hâte de retrouver Catherine et mon rôle d'auditeur. Youpi! En Bye, 2025, la gang! Yeah. Pourquoi je fais des babayes et personne avec nous?